Ça fait des années qu'on galère toutes et tous avec le problème du code monolithique où tout se mélange. Big Ball of Mud de son petit nom, ou BBOM pour les plus discrets d'entre nous. Ça complique tous nos devs et ça dégrade de manière vraiment pénible nos time to market. Alors bien sûr, avec des super outils comme le Domain Driven Design, on a fait des progrès. Mais est-ce qu'on a vraiment fini de tacler ce problème du Big Ball of Mud, code monolithique où tout se mélange? Est-ce que vous pourriez lever la main si vous arrive dans votre quotidien de dev de croiser des codes monolithiques où tout se mélange? Oh, 80, presque 90%, j'ai l'impression. Intéressant, hein, Julien? Afin de comprendre pourquoi le combat contre ces monolithes spaghetti est loin d'être terminé, on vous invite à nous rejoindre lors d'une rétrospective où on va voir les défis auxquels on a dû faire face en voulant se sortir de cette situation. On va creuser et voir ce qu'on a pu mettre en place, et ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et ce qui nous reste en fait à outrepasser pour mener à bien ce combat. Donc on va redécouvrir d'abord tous ensemble l'histoire du Big Ball of Mud. Ouais, tiens, en parlant du loup, le voilà, hein, le Big Ball of Mud dans sa forme la plus classique, on va dire, le Spaghetti Style Monolith. Hein. Il s'agit d'une grosse base de code où tout se mélange globalement, avec des problèmes de couplage de la cave au grenier, et puis du code technique, du code métier mélangé. Voilà. Classique. Alors, certaines et certains d'entre nous ont essayé d'améliorer les choses avec l'architecture hexagonale. On s'est dit, tiens, on a peut-être un moyen d'arriver à bien séparer la logique métier d'un côté et la logique d'infrastructure, les IO, les machins de l'autre. Complexité essentielle d'un côté, complexité mandatory de l'autre. Alors, on a pris nos Big Ball of Mud comme ça, spaghetti style, et puis on les a hexagonalisés. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà. Et en fait, on a abouti à des monolithes toujours, mais cette fois-ci hexagonaux, où on a mis le domaine au cœur, donc la logique métier au centre, et tout ce qui est I/O, tout le reste, etc., à la périphérie du système, dans des adaptateurs. Tout ce qui est technique, quoi. Ouais, c'est ça. Alors cependant, ça n'a résolu qu'une partie du problème, parce que même en ayant fait de l'architecture hexagonale et en voulant découpler le code métier de la technique, le domaine avait tendance à devenir un spaghetti lui-même. Et ça, c'est lié au fait que on tente de gérer plusieurs responsabilités en même temps dans ce domaine, peut-être pas de la meilleure des manières. Et donc le domaine devient toujours, lui, un Big Ball of Mud, et a du mal à tenir dans la tête de quelqu'un, et souffre de problématiques de maintenabilité, de time to market, etc. Mais en 2015, je pense qu'on a tous reçu cette pub dans nos boîtes aux lettres, les microservices, la solution à tous nos problèmes. Donc avec tout un tas de promesses en termes de scalabilité, d'isolation, de découplage, de release management, ça devait clairement aider à nous sortir de cette situation parce que ça split notre gros monolithe en plus petits morceaux qu'on appelle des microservices indépendants. Ouais, indépendants. Faut le dire vite. Parce que la situation elle a quand même assez vite dégénéré. Le truc, c'est que c'est dur de faire des microservices correctement. Je veux dire, ça rajoute de nouveaux outils, de nouvelles expertises, surtout côté infra, et bien souvent, on s'est un peu trop concentré sur les aspects techniques. Et du coup, on a remplacé d'anciens problèmes avec de nouveaux, et rendu une certaine complexité inévitable, en plus de ça. C'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la sagesse des années 90 dont on sait pas du tout, qu'on n'a pas du tout exploité, dont on ne s'est pas souvenu, les distributed computing fallacies, je ne sais pas si ça vous parle. Il y en a qui étaient pas nés dans les années 90. Ouais, mais on peut lire quand même, il y a des trucs, il y a des traces. Merci pour ce... Et donc du coup, en gros, avec des choses, on essaie de tordre des idées reçues telles que le débit c'est infini, la latence c'est 0, et le réseau, bien sûr, c'est fiable. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en fait, dans tout ça, malgré tous nos efforts, on s'est un peu détourné de notre objectif initial. Et le résultat, c'est que notre armée de microservices comme ça s'est transformé dans un truc encore pire. Est-ce que vous me voyez arriver? Distributed Monolith. Distributed Big Ball of Mud. Vous savez, c'est le genre de situation où à chaque fois que vous voulez changer une fonctionnalité, une feature, etc., vous devez synchroniser plusieurs microservices en même temps parce que la logique métier s'est répartie entre plusieurs microservices, avec du réseau en plein milieu pour simplifier les choses.
Alors, c'était pas la philosophie originale des microservices, hein, juste pour rendre à César ce qui est à César, mais c'est quand même arrivé parce que la philosophie originale des microservices manquait de suffisamment de garde-fous pour éviter que les gens tombent dedans. Donc voilà, on s'est un peu perdu. Alors, au bout d'un moment, quand même, on s'est rendu compte, heureusement, qu'un vieux livre bleu allait peut-être pouvoir nous aider à sortir un peu de la panade. Et on s'est donc tourné vers le Domain Driven Design. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas le Domain Driven Design? D'accord, je vais faire quelques introductions rapides. Donc, c'est une philosophie qui vise à mettre au centre du développement le métier. Et donc, on a vu dans les bandits de contexte du Domain Driven Design la clé pour mieux définir en fait la taille et les périmètres de nos services. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un bandit de contexte, pour grandement simplifier, c'est une responsabilité métier. Un monde métier presque. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais. Admettons que ce soit ça. Et donc, à l'époque, ça c'était à peu près en 2016, etc., il y a une règle très discutable qui s'est grandement propagée, qui est qu'on faisait un microservice égale un bandit de contexte. Donc, un microservice égale une responsabilité métier. Et on est donc... On est donc sorti d'une situation où on se mentait un peu à nous-mêmes en croyant qu'un bon microservice, c'est quelque chose qu'on pouvait réécrire en quelques jours, qui était la définition officielle de Uber en 2016. Ils en sont revenus, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arrêtaient pas de recoder toute leur plateforme tous les 6 mois, à des microservices orientés métier, donc qui alignent mieux en fait, le système d'information avec notre business. Cependant, comme il existe des contraintes dans l'univers, il y en a aussi dans le logiciel. Et malgré tous les efforts, eh bien, la complexité va augmenter, l'entropie est inévitable et la qualité du design va se détériorer avec le temps. Donc avec le temps, eh bien, nos microservices orientés bandit contexte, responsabilité métier, deviennent de plus petits monolithes spaghetti, big ball of mud. Donc on a un peu amélioré la situation, mais on n'est pas allé au bout de nos problèmes. Et même des fois, on a créé des situations un peu plus compliquées, même pire que ça, parce qu'en mélangeant un petit peu tout ça, on est arrivé dans cette situation-là où on a un monolithe distribué de monolithes spaghetti. Des guirlandes de boules de pâtes. Des guirlandes de boules de pâtes. C'est tout un projet. Et voilà, c'est ça. Et ça s'appelle un système d'information microservice aujourd'hui. Quelque part, on tourne un peu en rond dans tout ça, vous ne croyez pas? Le truc, c'est, aujourd'hui, de nos jours, dans un mouvement éternel de balancier dans notre industrie, on est en train à nouveau de se dire, après avoir tout séparé, on regroupe tout, etc. etc. Donc aujourd'hui, tout le monde s'intéresse au monolithe modulaire. Je pense qu'il y a plusieurs talks, j'en ai vu un ce matin, qui parlent de ça. Et peut-être, Julien, avant qu'on fasse notre proposition, ce serait intéressant de tourner un peu, voir qu'est-ce qu'on a pu foirer dans tous ces... par le passé, quoi. Je pense que c'était plus le fait de modulariser que le monolithe modulaire en particulier, mais... en tout cas, ça redevient la mode. Exactement. Donc la première chose, c'est que en fait, votre design, ce qu'on appelle votre découpage en bandit de contexte, votre architecture fonctionnelle, elle peut être totalement fausse. Vous n'avez aucun moyen de la vérifier avant de la tester en production. Et c'est dans la définition même, d'ailleurs, des bandits de contexte, que c'est la whirlpool, il faut tester, expérimenter avant d'avoir des certitudes. Ensuite, quand vous allez définir votre architecture microservice, peut-être que vous allez passer à côté de responsabilités métiers qui vont se retrouver à l'intersection ici du microservice jaune et bleu, donc la responsabilité shopping. Ou il est probable aussi que cette responsabilité, elle arrive dans votre système en montant en complexité au fur et à mesure du temps. Mais une fois que ça s'est déployé dans des microservices, changer le design, c'est une autre paire de manches, quoi. Changer un système distribué, c'est relativement complexe. Quelque part, on a oublié cette fameuse citation George Box, notamment quand vous faites du DDD, pourtant on s'y appuie beaucoup, qui dit que tous les modèles sont faux, mais que certains sont utiles. On a tellement mis d'énergie à essayer de rendre utiles nos modèles qu'on a oublié qu'ils étaient tous faux. Dernier truc, c'est que en fait, vos responsabilités métiers, vos bandits de contexte peuvent manquer de complexité, vous permettant de définir des frontières claires entre eux. Et ce flou-là qu'il y aurait de frontières entre vos responsabilités métiers, ça peut être lié à un manque de compréhension du domaine métier, mais pas que de l'équipe de développement, des experts et des experts du domaine elles-mêmes et eux-mêmes.
hein, et notamment, c'est souvent le cas quand votre entreprise démarre un nouveau marché, etc. En fait, personne ne sait où ça va. On apprend en marchant. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se rendre compte avant de choisir une stratégie de déploiement. Parce que revenir en arrière quand vous êtes trompé de microservices à quelque chose qui devrait être plus petit, c'est extrêmement compliqué. Donc quelque part, malheureusement, les bandits de contexte, en fait, ce découpage fonctionnel, c'est pas ça qui va vous sauver d'une plateforme microservice mal designée. Hein, on est des practitioners du DDD, donc on aurait bien aimé que ce soit la solution magique, mais c'est pas le cas. Et le fond du problème, c'est qu'en fait, on s'est servi des microservices comme une stratégie de design, alors que ça ne l'est pas du tout. Et d'ailleurs, même les gens qui poussaient beaucoup pour les microservices à l'époque et qui l'ont inventé n'ont jamais dit que c'était du design. C'est une stratégie de déploiement. Au même titre que les monolithes modulaires, que les monolithes, que les serverless, etc. Mais ce n'est pas du design. Et donc on a oublié de faire du design logiciel. Donc le but là, c'est de trouver un moyen de pouvoir faire un design logiciel d'architecture qui va être agnostique en fait, de nos stratégies de déploiement. Mais en disant ça, je me rends compte en fait c'est ce qui nous manque quelque part. C'est une architecture qui est assez flexible, qui va nous permettre de redesigner de manière itérative tout en étant agnostique de ces stratégies de déploiement. Ouais. Et avant qu'on présente notre version, on va se présenter. Thomas Pierrin, ça fait 27 ans que je travaille dans cette industrie et ça doit faire à peu près 4 ans que je travaille chez GCAP en tant que VP of Engineering. La GCAP, c'est un SaaS scale-up fintech qui vous permet de gérer votre situation de trésorerie en temps réel, faire des paiements, etc. J'ai pas mal de marottes, le DDD, le TDD, l'archi-exa, la programmation réactive, multithreading, enfin il y a plein, entre autres choses. Et il m'arrivait d'animer le meet-up des DDFR. Je vais me réveiller à la rentrée, on va relancer un peu les choses sur le sujet pour mettre un peu de... Ouais, il y a plein de choses à faire. Et moi, je suis Julien Topsu, je suis VP Tech de Shodo, qui est une société de services spécialisée en craft et domaine driven design. On est un petit peu partout. On a un stand ici là, pour Shodo Rennes. Moi, ça fait plus de 16 ans que je suis dans le soft. Je me suis spécialisé dans le DD depuis à peu près 10 ans. Et j'interviens chez mes clients en tant que coach. Voilà. Et j'ai aussi créé Craft Records, qui aide les gens à devenir speakers. Vous avez peut-être vu des tremplins qu'on organise, notamment avec l'Agile Tour Rennes. Voilà. Ok, cœur de notre sujet, la ruche. La ruche, c'est quoi? Excusez-moi. La ruche, c'est un pattern d'implémentation que j'ai pu inventer il y a quelques années et que Julien et moi, on a pu expérimenter chacun dans notre coin pendant les 8 dernières années, entre guillemets. Il s'agit d'un pattern d'implémentation qui permet de mélanger plusieurs monnaies de contexte au sein de la même application, au sein du même process. Voilà. Alors, c'est pas juste un délire de slides et de machin, etc. C'est des trucs qui ont été en prod pendant ces 8 dernières années. Donc, c'est un truc concret, quoi. Du coup, la ruche, elle permet de mélanger plusieurs monnaies de contexte au sein du même processus. Donc, un monnaie de contexte dans la ruche, ça égale un module, équivalent à un module. Ici, on a une application, un process qui contient 3 modules. Un process, il faut comprendre, ça peut être un processus, ça peut être une API web, ça peut être un worker qui travaille en background, ça peut être voilà, c'est une unité de déploiement. Et donc les fonds noirs dans nos slides, ça va correspondre à ces unités de déploiement. Donc on peut partir là-dessus et rajouter des modules, rajouter des modèles de contexte, et on peut aussi séparer. Quand on pense que c'est intéressant, n'importe quel module à n'importe quel moment. Donc là, on a décidé de séparer le module de droite pour en faire un microservice. Et donc, il nous reste une ruche avec 3 modules, avec 3 modèles de contexte et un microservice à droite. Alors, c'est bien beau ça sur le principe, mais on a vu tout à l'heure qu'on avait plusieurs problèmes qui font qu'on est toujours dans le problème du monolithe spaghetti. Et comment, en fait, ce pattern les adresse? Parce qu'on va faire des erreurs, c'est sûr. Et on n'a aucun moyen d'être sûr de notre design avant de le tester en production. Ce qui veut dire qu'il va nous falloir avoir un espace qui va nous permettre d'expérimenter nos choix de design sans que nos erreurs nous coûtent trop cher. Et je pense que tu le sais, mais en fait, designer un soft, c'est quelque chose d'itératif. Ça veut dire que ce pattern d'architecture devrait nous permettre de pouvoir changer assez facilement et fréquemment le design. Ouais, et puis comme tu sais, les systèmes distribués, c'est vraiment, vraiment coûteux à mettre en place et à modifier. Ouais. Effectivement, parce que là, corriger un problème de design dans un système distribué, ça va vous obliger de synchroniser des changements à plusieurs endroits, tout en devant gérer en fait l'inertie et le coût à l'échelle d'avoir une livraison distribuée. Ouais, c'est même pire que... en fait, nos outils de refactoring, ils nous aident pas beaucoup quand on a réparti une code base sur plusieurs repositories.
bah, c'est un peu difficile. Donc effectivement, ça complique tout. C'est la raison pour laquelle, dans le pattern de la ruche, on a choisi le monolithe modulaire comme pierre angulaire de nos stratégies de déploiement. Parce que c'est ça qui va nous permettre de faire des erreurs facilement réversibles, on peut revenir en arrière, parce qu'une fois qu'on est capable de faire ça, ça permet de faire des erreurs à faible coût. Ça, c'est quand même cool. Et c'est ça qui va nous permettre de mieux gérer l'incertitude de nos designs. Ce que tu disais, on itère, on apprend en marchant, c'est comme en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on progresse. Et ben, le monolithe modulaire, cette stratégie de déploiement pierre angulaire, c'est ça qui va nous permettre. Alors, le truc, c'est que les monolithes modulaires, si je ne me trompe pas, c'est pas nouveau. Hein. C'est vrai. Et pourtant, on a toujours le même problème avec le fait de tomber dans les monolithes spaghetti. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Bah, ce qui nous manque, c'est dans les applications classiques, où il y avait déjà des modules, ça existe déjà, hein, les modules, ils ne sont pas assez isolés. Ils ne sont pas assez bounded, tu vois, au sens même presque du DDD. Il est beaucoup trop simple pour du code dans un module A d'utiliser du code dans un module B de manière hors de contrôle. Donc en fait, il va nous falloir mieux délimiter nos modules. Et pourquoi c'est important de mieux délimiter les modules? C'est qu'on l'a dit tout à l'heure, on veut pouvoir les sortir à tout moment. Ces modules du monolithe modulaire. Donc pour ça, il nous faut un moyen de bien gérer leurs relations qu'ils ont avec les uns et avec les autres et de réduire leur couplage. Comment on fait pour réduire le couplage des modules les uns entre les autres? En fait, on va les encapsuler. Parce que plus on va encapsuler chacun de nos modules, plus ça va être facile de les découper après. Et ça, c'est parce que ce qui était pratique en orienté objet, l'encapsulation, pour permettre des changements plus simples sans avoir à demander la permission à tous les codes appelant potentiellement de est-ce que je peux changer ce truc-là dans mon truc. Si c'est encapsulé, c'est ton bail. Hein, et puis voilà. C'est pareil pour les services. Un service, c'est une boîte noire. Normalement, quand c'est bien fait, c'est une boîte noire. Et donc, du coup, tes challenges d'implémentation, etc., au sein de ton service, ici, au sein d'un de nos modules, eh bien, en fait, c'est toi qui as la main dessus, sans avoir à demander la permission à tous celles et ceux qui consomment ton service. Donc voilà. Alors, comment on favorise plus d'encapsulation dans un monolithe modulaire et dans la ruche en particulier? Eh bien, on va utiliser un mécanisme qui s'appelle les ports et les adapteurs. Alors, ports et adapteurs, c'est l'autre nom du pattern de l'archi hexagonale d'Alistair Cockburn. On ne va pas décrire en détail l'archi hexagonale, mais juste comme il y a quelques diagrammes après, on va juste sur quelques fondamentaux. Donc l'archi hexagonale, ici, le domaine est au centre. Ce qui est intéressant dans l'archi hexagonale, c'est qu'il y a des portes d'entrée et des portes de sortie pour entrer dans la logique métier, dans le domaine. Porte d'entrée, c'est ce qu'on a à gauche. Donc, dans la littérature, il y a plein de noms et de synonymes. Donc, vous entendrez parler de port primaire, de driver port et d'adapteur, j'ai dit quoi, primaire, oui, driver, de gauche, API. ou API. Nous, on va regarder API pour matérialiser plus le côté contrat. Pour la suite. Donc à gauche, pour poser des questions à une application, au domaine métier, on passe par une porte de gauche comme ça, qui sont adaptateurs et ports de gauche API. Un adaptateur, c'est un petit peu d'implémentation, un contrôleur web par exemple ici, et un port, c'est une interface. Une interface au sens, un ensemble de méthodes et de choses un contrat quoi, qu'on peut appeler, qui va exposer le métier. Le domaine, ça c'est pour rentrer et lui poser des questions. Quand le domaine a besoin de faire des choses, de temps en temps, il a besoin d'aller interroger d'autres services, un data store, peu importe, etc. Pour ça, on va passer par la partie droite, la porte de sortie de l'EXA, SPI, porte et adapteur. Donc là, c'est pareil, port secondaire, driven port, SPI et port de droite. Ouais. En gros, tout ça, c'est synonyme. Mais nous, on va parler d'API et d'SPI. Okay, sauf que dans la ruche, là, l'idée, c'est d'utiliser ce mécanisme de port et d'adaptateur pour renforcer l'encapsulation de chaque module. Et en fait, on va se dire, en fait, si tu veux tes modules, tu veux parler à un autre module, tu passes par un port et un adaptateur. Et de droite. Donc en gros, un module dans la ruche, c'est égal à une mini-archi hexagonale qui correspond à un bootnet contexte. Et en fait, mini-archi hexagonale, ça veut dire les adaptateurs, les ports, le domaine logique et même les tests, parce que c'est du vertical slicing, on verra peut-être un peu plus après. Donc c'est ce qui nous permet de faire communiquer des modules entre eux au sein de la ruche. Ici, on a 4 modules. Et donc voilà, on va zoomer un peu, on va dire, tiens, il y a 2 modules qui veulent se parler, il y a le booking qui veut parler au search. Comment ça se passe dans la ruche? Eh bien, le booking, il prend sa porte de sortie pour aller interroger son petit voisin.
Il passe par une SPI interface, donc en gros c'est comment exprimer la question dans les termes du booking, ici en l'occurrence. L'InProc adapter, InProc c'est pour in-process. C'est en gros, on ne va pas avoir besoin d'appeler du réseau, etc. là-dessus, puisqu'on est dans le même processus, on est dans le même monolithe modulaire. Du coup, c'est des appels de méthode directs sur une porte d'entrée du métier du search, donc une API porte, donc une interface d'API du search. Et donc l'InProc, il est là pour implémenter, faire les appels à l'autre module. Voilà en gros comment ça se passe. Alors là, c'est juste pour vous montrer que de temps en temps, les modules, ils peuvent se parler entre eux, mais aussi on peut leur parler depuis l'extérieur. Donc là, on a un cas où le client il peut solliciter soit le search, soit le booking, parce qu'ils exposent aussi, dans certains cas quand c'est utile, leur propre adaptateur et port de API. Donc ici, c'est des contrôleurs REST. Voilà, tout simplement. Mais ce qui va nous intéresser là pour aujourd'hui, c'est de voir plus un cas concret, comment ça se passe au runtime quand il y a un module qui a besoin de parler à un autre. Un client fait une requête HTTP au booking, sur un endpoint du booking, donc c'est le contrôleur web REST qui est le API adaptateur, qui appelle l'API port du booking, porte d'entrée de la logique métier. Booking fait sa secret sauce, fait son truc de booking. À un moment donné, il a besoin de pouvoir parler au search. Pour y arriver, il va prendre sa porte de sortie, SPI port, qui va être implémenté par un InProc adaptateur, qui lui va faire l'appel de méthode à une porte d'entrée du search, une interface qui est dans l'API, porte du search. OK ? Et puis voilà. Donc là, c'est pour montrer que là, c'est une mini ruche, c'est une ruchette. Il n'y a que deux modules, deux alvéoles. Et donc voilà, ça vraiment comprend tout, y compris les tests. Et voilà. Alors, juste un truc, comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment du vertical slicing. C'est pas organisé par contrôleur, service, persistance. C'est booking, search, et à l'intérieur, vous avez tous vos sublayers à l'intérieur. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir les découper et les balancer ailleurs à tout moment. Donc, il faut être prêt, quoi. Une petite question maintenant pour vous. À votre avis, qu'est-ce que représente cette image? Il y a un piège. C'est à peu près ça. Ça, c'est 2 microservices et leur base de données partagée. Donc, c'est inspiré d'un tweet de Mathias Verras qui parle d'un problème que vous connaissez souvent, peut-être. Enfin, c'est une anti-pratique en microservices, c'est de partager des bases de données entre microservices. Mais pourquoi on parle de ça, justement, dans notre cas? Oui, database as a middleware, tout ça, tous les anti-patterns. Le truc, c'est que quand on parle d'isolation, on ne parle pas que de code, on parle aussi de données. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle, dans la ruche, chaque module, chaque mini hexagone, va avoir sa propre base de données. Alors, quand je dis propre base de données, en fait, ça peut être son data store, genre privatif, genre même une technologie différente, etc. Ça peut être un schéma spécifique dans une base de données mutualisée, mais au moins une isolation par schéma, ou dans les pires cas, ça peut être quelques tables sur lesquelles on met les ACL pour que les autres ne puissent pas accéder à la donnée, mais voilà, quoi. Personne d'autre que le module en lui-même peut accéder à sa propre data store, quoi. C'est ça. Et en fait, ce qui est important dans cette isolation, comme on le dit, c'est de pouvoir les séparer à tout moment. À tout moment, on veut pouvoir séparer Booking et Search, par exemple. Donc, dans ce cas-là, s'ils partagent leur base de données, on va avoir le même couplage que l'étoile de la mort. Pourquoi on aurait intérêt à les séparer? En fait, quand on fait du logiciel, on le fait grandir, on l'améliore, et puis on clarifie les choses, etc. Et donc en fait, ce besoin de scaler, il y a différents types de scaling. Il y a le scaling horizontal et le scaling vertical. On va voir ça en image. On va commencer par le scaling horizontal, scale out en anglais. C'est quoi là? Du coup, c'est on veut séparer un des modules, ou les trois. Séparons les trois ici. Et voilà, on a 3 unités de déploiement. Là, on est passé vraiment en mode microservice à ce moment-là. C'est comme ça qu'on va scaler notre application. Alors, on peut se dire qu'il y a plusieurs raisons pour scaler horizontalement. Il peut y avoir des raisons techniques. Mettons que vous avez un module qui va être soumis à un stress beaucoup plus important que les autres modules, dans le même modular, monolithe. Vous allez peut-être vouloir le dire, mais on va peut-être le consolider, on a peut-être besoin de beaucoup plus d'instances pour faire de la haute dispo, etc. Et donc, du coup, aussi pour des questions de FinOps, on peut se dire, ça dépend de votre cloud provider ou comment vous déployez votre soft, mais dans certains cas, faire x10 sur un très gros truc qui a besoin des specs super élevés en RAM, si vous êtes memory bound, IO bound, CPU bound, etc., vous n'allez pas avoir de grosses marges de manœuvre pour que ça ne coûte pas trop cher. Alors que si vous extrayez
si on extrait un module, et ben du coup, on va pouvoir gérer plus finement, on va dire, sa scalabilité, et puis ses specs, etc. etc. Ça, c'est pour des raisons techniques, voire FinOps. L'autre sujet, c'est si vous avez une problématique d'organisation. Si, comme moi, vous aimez bien rendre les équipes autonomes, on en parlera un peu à la fin, avoir plusieurs équipes qui travaillent sur le même monolithe modulaire, même si c'est une ruche bien rangée, etc., c'est relou. Et donc, du coup, vous allez avoir des gens qui vont vouloir avoir leur propre autonomie, ils n'ont pas les mêmes sensibilités au temps de build, aux latences de test, à leur façon de déployer, de travailler, etc. Donc là, vous allez vouloir les séparer pour ces raisons. Alors, séparer un poulet, c'est facile, hein. Enfin, couper, découper un poulet, c'est facile. On coupe au niveau des articulations. Comment on découpe une ruche? En fait, on va découper au niveau des improc adapteurs. On prend notre exemple de tout à l'heure avec le booking, cette fois-ci, il est à droite. Et il a un improc adapteur qui va parler au sein du même processus, parce que là, c'est le même fond noir, là, sur le module du search. Okay, et là, on se dit, bah, tiens, on veut les séparer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord se dire, tiens, c'est à cet endroit-là qu'on va le découper, qu'on va changer. Mais on va quand même commencer par exposer une nouvelle porte d'entrée, parce que quand le module de search sera autonome et déployé dans une autre unité, il faut quand même qu'on puisse lui parler avec du réseau, avec des technos. Bon, ici, on a choisi du HTTP classique. Ça peut être de l'MQP, ça peut être plein de technos. Mais là, on a fait un adaptateur REST. Le search, il est interrogeable maintenant depuis l'extérieur. L'étape qu'on va faire maintenant, c'est de modifier et de remplacer l'improc adapteur qui faisait des appels de méthode directs dans le même processus par quelque chose qui va faire un HTTP client, ici en l'occurrence, qui va appeler la porte d'entrée avec le contrôleur HTTP du search. Une fois qu'on a fait ça, c'est souvent l'avant-dernière période et l'avant-dernière étape. Là, on peut découper vraiment. Et là, vous voyez que le client, le booking, son adaptateur SPI, là, c'est un client HTTP qui appelle en HTTP le module de search qui est déployé dans un autre truc. Alors, j'aurais dû le dire, mais Monnet, c'est une librairie. Donc, elle est hébergée dans les deux trucs, quoi. Ça, c'était la scalabilité horizontale. Scalabilité verticale, scaling, c'est comment on fait agrandir une instance existante de ruche. Là, en fait, c'est simple. Dans la ruche, on rajoute un hexagone. Et puis, c'est bon. On a scalé. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est un context map. C'est un truc du DDD pour la carte au métier. Tu en parleras un peu plus après. Mais on est sur un tableau blanc entre métier, produits, tech, etc. Et on se dit, bah tiens, le search, c'est plus suffisant. Il nous manque des concepts. Il nous manque un concept de location. Et du coup, il nous manque un nouveau bout de notre contexte qui va être location. Et le search va en avoir besoin. Ça, c'est sur le tableau blanc. En discussion, maintenant, comment on fait dans le code? Du coup, on part du code, le monolithe existant, et on se dit, bah tiens, il n'y a plus qu'à rajouter juste un nouvel hexagone au sein de notre monolithe, au sein de notre ruche. Hexagone location. Et du coup, il suffit que le search, maintenant, par un improc adapteur qu'on a rajouté, parle au location, comme on a décrit tout à l'heure. Pas plus compliqué que ça. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que la ruche, c'est un pattern fractal. En fait, à tout moment, vous pouvez séparer, et vous pouvez faire grossir. Et vous pouvez rincer, répéter, séparer, faire grossir, séparer, faire grossir, en même temps que vous allez apprendre sur votre domaine et sur votre métier, vous allez pouvoir avoir les meilleures stratégies de déploiement possibles. Donc là, on a vu en grosse maille comment fonctionnait le pattern Hive. Maintenant, on va voir un peu plus dans le détail comment on l'implémente. Il faut comprendre que ce que nous a montré Thomas, qui est une architecture composable, comme ça a été pensé dans l'esprit du DDD, le but, c'est de s'aligner au maximum avec le métier. Donc on va vous montrer comment on s'aligne au maximum avec le métier, là, notamment en utilisant des outils du Domain Driven Design, comme le Context Map. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le design du fonctionnement d'un Context Map, mais il faut que je vous explique en fait quelques bases pour la suite. Donc un Context Map, c'est une espèce d'architecture fonctionnelle de notre système d'information. On représente des bandes de contexte, mais on va aussi représenter la manière dont on aimerait que nos modèles métiers, nos modèles de données, domaines, se propagent entre ces contextes. Et pour ça, on va utiliser des stratégies comme conformiste, CF ici, qui veut dire, voilà, j'utilise le modèle externe à l'intérieur de mon modèle, à l'intérieur de Booking directement. Anti-corruption layer, que vous connaissez peut-être, qui est que, en fait, là, je vais me protéger du modèle externe en créant mon propre modèle ici et en faisant une traduction du modèle externe vers le mien. Et puis le shared kernel, que je n'ai pas représenté là, qui est une des parties de modèle qu'on souhaite partager entre plusieurs responsabilités métiers.
Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que en fait, dans dHive, ces stratégies de propagation de modèles vont nous dire comment nos hexagones doivent s'intégrer les uns avec les autres. Là, on va prendre l'exemple ici de l'anti-corruption layer entre Booking et Search. On va faire un zoom et on va voir comment ça marche. Donc, je vous ai représenté en jaune le module du Booking et en bleu le module du Search. Vous avez les deux hexagones respectifs dans lesquels il y a la logique métier, donc pas de code technique là-dedans, juste des fonctionnalités et le modèle métier. Et vous voyez que dans le module du Booking, il y a un in-proc adaptateur dans l'infrastructure. L'infrastructure, en fait, c'est toutes les couches non métiers en fait, dans une architecture hexagonale. Donc c'est là où vous avez la persistance, les contrôleurs, etc., etc. Mais là, on a l'in-proc adaptateur qui va permettre à l'hexagone jaune de discuter avec l'hexagone bleu. Je n'ai pas représenté d'autres adaptateurs, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Hein. Ils ont peut-être chacun leur API REST, etc. Mais ce n'est pas le sujet là, c'est pour ça que je ne les ai pas représentés. Donc maintenant, admettons qu'on est dans un système de réservation de billets de train, chose qui est extrêmement originale pour moi, pour ceux qui connaissent mes confs. Et admettons que l'utilisateur ou l'utilisatrice vient de faire sa sélection dans le domaine, dans le domaine de la search, de la recherche. Depuis le domaine du booking, on va vouloir récupérer cette sélection pour réserver en fait les trains sélectionnés. Heureusement pour nous, le domaine du search, en fait, cet hexagone va exposer une interface API getSelection qui va nous permettre de récupérer la sélection. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, lorsqu'un hexagone souhaite discuter avec l'extérieur, en fait, il va définir sa propre interface SPI pour faire ça, qu'on va appeler dans le booking getStrengthToBook. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que cette interface ne dépend que des objets du domaine du booking pour éviter des contaminations de l'extérieur. C'est pour ça qu'on appelle ça un anti-corruption layer. Et ça va être le rôle de l'in-proc adaptateur en fait, de faire le pont entre les deux. Et donc, l'in-proc adaptateur du booking va implémenter le getStrengthToBook et va appeler getSelection API de la search. Localement, il va récupérer le modèle de search sélection là, qui va traduire vers le modèle train du booking. Et là, on est en anti-corruption layer parce qu'on va traduire un modèle vers un autre, le modèle de la section vers le modèle du booking, sans que l'hexagone du booking soit contaminé, pollué par des concepts du search. Il n'y a pas de bleu dans le jaune, en fait. Ça va être fait au niveau de l'infrastructure, dans l'in-proc adaptateur, ça va être cloisonné ici. Donc ça, c'est un anti-corruption layer. Mais des fois, on a envie d'être conformiste. Alors conformiste, ça veut dire que c'est OK pour moi d'inclure directement le modèle du truc que j'utilise à l'intérieur de mon hexagone ici, Booking. Donc je vais avoir le modèle de sélection du search directement ici. On ne va pas vous dire dans quel cas là c'est une bonne idée ou pas. On ne juge pas. Ce n'est pas le but de cette conférence, mais si vous devez être conformiste, on va vous expliquer comment faire. Alors là, Thomas, comme je vois que je dois récupérer la sélection et que je suis dépendant de la sélection en termes de modèle directement dans le booking, est-ce que je ne pourrais pas faire un petit raccourci comme ça où j'appelle directement le getSelection de l'API de search dans le booking? Non. En tout cas, pas dans la ruche. Dans la ruche, on a toujours un in-proc adaptateur pour plein de raisons. Alors déjà, la première chose, c'est que bon, ton exemple, il est mignon, mais il est un peu simple. C'est juste du passe-plat, du passe-roue. Très souvent, l'adaptateur, ça peut être le siège d'une mini-orchestration où on va parler à un autre bonnet de contexte, on va parler à un autre système, on fait un peu une synthèse et on retourne à l'hexagone de gauche. Bon, mais mettons quand même que tu aies ce cas-là de passe-plat très simple. Même dans ce cas-là, en fait, c'est important de matérialiser pour l'architecture de notre soft et pour notre futur nous, ou quand on sera plus là, le fait que c'est là où on va découper, c'est là où on va vouloir découper. Quand même, tu fais juste passe-plat, c'est ça qu'il va falloir... Ok. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est toujours prêt à pouvoir être extrait plus tard en tant que service. Toujours prêt. Et c'est pour ça qu'on utilise systématiquement ce blueprint, parce que ce qui va devenir des appels de méthode vont devenir des appels réseau potentiellement. Donc ça va être dans l'infrastructure. Ça veut dire que notre booking, il va être obligé de définir sa propre interface getSelection SPI là, même si ça dépend de la sélection du search, et l'in-proc adaptateur va faire en fait le passe-plat entre les deux. Il faut être autonome. Mais tu sais, des fois, je n'ai pas envie d'appeler les fonctionnalités d'un autre domaine métier. Je veux juste utiliser une librairie, comme par exemple une librairie Money là. Ouais. Et souvent, on est conformiste sur les librairies parce qu'on va les importer directement dans notre code. Tu vois, là, dans ce cas-là, j'ai juste amount, currency dans ma librairie Money. J'aimerais juste pouvoir les utiliser en interne de mes classes price et discount dans le booking.
Je suis obligé vraiment là de passer par des SPI et des API pour faire ça? Et de faire une archi-exa? Non, voilà, là pas du tout, puisque c'est une librairie. Du coup, tu n'as pas de comportement métier, tu n'as pas de feature, de use case implémenté côté Emony, c'est des value objects. Alors, tu as du comportement, pardon, métier, mais tu n'as pas, tu vois, d'autonomie, de fonctionnalité, de service domaine là-dessus. Donc, tu n'as pas besoin. On va pas en faire un service plus tard, Emony, il n'y aura pas d'API web, etc. Donc j'imagine que ça va être la même chose pour ce qu'on appelle un shared kernel. C'est là où on va décider de partager un certain set hétérogène de classes entre plusieurs domaines métiers. Donc là, si on a besoin de comfort class et schedule dans chacun des domaines, on les importe directement sans passer par des API et des SPI. C'est une librairie, ouais. Cependant, si vous vous rendez compte que vous avez des fonctionnalités dans vos shared kernel, il y a de fortes chances que ça veut dire que vous avez des responsabilités métiers qui n'ont pas émergé. Et c'est important de s'en rendre compte parce que dans Hive, en fait, toute responsabilité métier avec des fonctionnalités, donc tout bandit de contexte avec des domaines services, ça c'est la traduction des DD de ce que je viens de vous dire, doit être implémenté avec des hexagones. Parce que si vous avez des fonctionnalités, il y a de fortes chances peut-être qu'un jour vous allez vouloir exposer ça comme un service, mais si vous ne respectez pas le blueprint, bah, vous allez vraiment galérer quand vous allez vouloir extraire. C'est un design smell ici. Ouais. Exactement. Ok, on a vu pourquoi le pattern, comment le pattern, on va voir le quand est-ce que c'est intéressant d'utiliser. Alors tu vois, pour moi, Julien, la ruche, ça a été plutôt pratique dans des cas de legacy. Des cas où j'ai un gros legacy tout mélangé, on a envie de commencer à ranger notre chambre et commencer à découper, éventuellement séparer dans certains cas. Je prends un exemple ici avec ce diagramme. Mettons qu'on a commencé à travailler sur ce sujet-là il y a quelques années. Et au début, on n'avait pas vraiment de vision métier claire. On était parti sur 3 projets, tu vois. Il y avait 3 modules, 3 projets. Mais tu vois bien, avec les couleurs qu'on a rajoutées par la suite, en comprenant un peu mieux le métier, qu'il y avait des concepts violets, des verts, enfin, tu vois, de différents sous-domaines, on va dire, mais qui sont tous mélangés. Donc là, on se dit, bah, tiens, on va essayer de ruchifier, on va essayer de modulariser notre monolithe Cracra. Et comment on va faire? On va introduire, je l'ai dit tout à l'heure, une première hexagone. Ici, pour les concepts violets, qui sont les site suggestion dans le sous-domaine site suggestion. Là, on a une nouvelle maison. Alors, il y a un truc qu'il faut noter, c'est qu'avant, là, il y avait une seule base de données pour tout le monde, tout en bas, là. Désormais, en même temps que la nouvelle maison, qui est la nouvelle hexagone, on va faire émerger un nouveau data store, enfin une nouvelle base de données pour rester cohérent avec ce qu'on a dit tout à l'heure. La maison, elle est vide. L'hexagone, il est vide. Maintenant, comme je suis dans la même code base, je peux utiliser mon IDE préféré, mes techniques Sioux de Refacto préférées, pour faire des extract and move de tous les concepts violets qui existent un peu partout dans le monolithe, pour les faire rentrer dans leur nouvelle maison, leur nouvelle hexagone, et bien sûr interagir avec le reste en passant par des SPI, ports et adapteurs. Là, on a fait ça sur un sous-domaine qu'on a regroupé dans un nouveau module, là pour le coup de ruche. On va faire la même chose, on rince, on répète, on fait la même chose. Alors ça va durer des mois, hein. Parfois ça dure des mois et des mois, pour arriver à reprendre le contrôle sur cette situation legacy. Et ici, là, on a ruchifié notre monolithe, et tu vois, on l'a bien rangé. Tous les modules sont là, ils ont chacun leur petite base de données, ils se parlent en rouge, là, en in-proc appel, et voilà. À un moment donné, on se dit, bon, ça y est, on a enfin modularisé le truc bien, on va pouvoir enfin séparer, découper, parce qu'en fait, on était 4 équipes dessus, on n'en peut plus de travailler ensemble sur ce truc-là. Et du coup, on va se séparer, là, on a séparé en 4, et du coup, tu vois qu'il y a des appels, ici, c'est du HTTP, ça pourrait être de la MQP, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, et voilà. Donc ça, c'est des situations, ouais, ça a été très pratique pour moi dans ma carrière. Alors, ce que tu viens de nous décrire, c'est ce qu'on appelle des projets brownfield, donc legacy, avec de l'existant. Mais ça marche aussi très bien avec du greenfield, c'est-à-dire quand vous commencez from scratch. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est de démarrer avec un monolithe modulaire, parce que généralement, au début d'un métier que vous ne connaissez pas, que vous maîtrisez peu, il va y avoir une grande incertitude sur votre modèle métier. Donc, grâce à un monolithe modulaire, vous allez pouvoir expérimenter à bas coût, avec un bon time to market, et industrialiser plus tard, quand vous avez un peu plus de certitude sur votre design, en changeant votre stratégie de déploiement. Ensuite, si malgré tout ça doit monter en complexité en rajoutant de plus en plus de responsabilités, bah, ça va très bien marcher parce que vous l'avez vu, c'est un pattern composable avec ce système d'API et d'SPI. Mais vous pouvez aussi partir de but en blanc avec un monolithe modulaire avec plusieurs responsabilités, parce que comme vous êtes dans la même code base, bah, vous allez pouvoir changer le design si vous vous trompez. Et vous allez avoir un bon time to market pour aller en prod, parce que vous n'avez pas les coûts d'échelle des microservices à devoir gérer 50 pipelines en même temps, etc. Et si ça scale au point que vous allez avoir vraiment besoin de splitter ça en plusieurs services, eh bien, grâce à la nature fractale de Hive,
Ben, ça va très bien marcher parce que, outre le fait que vous allez pouvoir extraire plus facilement un module et en faire un service, vous avez surtout réduit le risque que vos responsabilités métiers soient couplées d'une manière que vous n'attendez pas, hein, parce que vous l'avez déjà testé en production. Et un autre cas, moi, que j'affectionne tout particulièrement, c'est lorsque vous commencez une application, elle a une responsabilité métier, vous faites un MVP, et maintenant vous avez une nouvelle responsabilité métier à rajouter dans cette application. Et souvent, au début du développement, ou au début du cycle de vie en fait, de cette responsabilité métier, votre nouvelle responsabilité va se retrouver très fortement couplée avec l'ancienne, parce que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir se partager. Ça veut dire que vos données de contexte ont des frontières qui sont peu claires, en fait, qui sont floues. Et là, vous avez une méthode qui va potentiellement beaucoup vous aider, pour ceux qui viennent me voir venir depuis un moment là. Ça s'appelle Model Mitosis. Et donc, c'est un truc que j'ai présenté ici avec Joss Chevalier l'année dernière. Et ça va vous aider à contenir l'incertitude entre vos responsabilités métiers dans un shared kernel transitionnel. Et au fur et à mesure que vous rajoutez de la complexité dans votre nouvelle responsabilité métier, ce shared kernel va réduire jusqu'à ce que vous avez deux responsabilités métiers, deux bandits de contexte, deux modules qui vont être différenciés. Tu vas tamiser ces deux trucs. Ouais, okay. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez scanner ce QR code. Donc ça, c'est la version anglaise, en anglais, qu'on a fait à Domain Driven Design Europe 2023. Mais vous pouvez aussi avoir la version française sur le site, sur le channel YouTube du Bracecamp, parce qu'on l'a fait ici l'année dernière. Très bonne conférence, je vous encourage vraiment. Merci. Donc pour résumer, dans du greenfield démarré par un monolithe modulaire et changer de stratégie de déploiement une fois que vous avez du feedback de la prod, et en brownfield, legacy, nettoyez votre chambre, modularisez votre monolithe d'abord. C'est ça. Alors, on a vu le pourquoi, on a vu le comment, on a vu le quand. Il ne nous reste plus qu'à vous avertir de 2-3 petites difficultés que vous allez pouvoir rencontrer sur cette route. Premier élément, c'est très important d'éviter que vos modules soient trop bavards entre eux. Éviter ce qu'on appelle la chattiness, le bavardage. C'est d'avoir des modules qui se passent leur temps à se faire des allers-retours pour la moindre chose. En fait, t'as le sel, t'as le poivre, évitez ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir les séparer, au moment où vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que, tiens, si je mets du réseau avec tout ce bavardage-là, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui est exploitable, des timeouts dans tous les sens. Ça va s'effondrer, quoi. Et parfois, vous allez vous dire, mince, on ne peut pas le séparer. Pourtant, on a tout fait bien pour que ça soit séparable, et là, ça ne marche pas. C'est un problème de design. Il faut éviter ça. Alors, pour éviter ça, il y a des patterns comme le Data Transfer Object, c'est-à-dire que vous allez chunker, vous allez regrouper des informations pour faire moins d'allers-retours. Charger un peu plus la mule quand vous vous interrogez un autre module, mais voilà. Comme c'est difficile, parce que même si on se dit, ouais, on va y penser, etc., moi, il y a un truc que je me dis, c'est, à chaque fois qu'un module part un autre module, il faut qu'on s'imagine qu'il est déployé à l'autre bout du monde. Genre sur GCP en Australie, par exemple. Mentalement, ça aide un peu à tenir compte de ça, mais en fait, en vrai, très souvent, on est occupé sur plein d'autres trucs, on oublie. Donc, un moyen de s'en rappeler, c'est finalement d'activer le réseau régulièrement, voire assez tôt. Et du coup, moi, c'est ce que je recommande et c'est ce dont je parle dans cet article. Et ça marche pas mal pour éviter de tomber dans ce problème de finalement, il faut qu'on revoie toutes nos interactions entre nos modules pour pouvoir découper. Pas terrible. Après, il y a une alternative, c'est-à-dire qu'au niveau de vos modules, vos API, vous ne retournez que des read models de vos agrégats. Ça peut sonner compliqué quand vous ne connaissez pas le domaine driven design, mais je vais simplifier. L'agrégat, c'est votre concept métier principal, qui est souvent le plus gros. Donc dans le booking, c'est la réservation, dans la search, c'est la recherche. Et pourquoi ça va limiter le fait d'être trop bavard? C'est que vous êtes au plus gros grain. Donc vous n'allez pas pouvoir faire plus gros, généralement. Et puis ça marche très bien parce que souvent, ça correspond à une ressource reste, en fait, cet agrégat. Donc vous allez avoir un alignement qui se fait assez naturellement. Et j'ai mentionné le fait que ça devait être un read model. Donc un read model, c'est une vue en fait de votre concept métier qui est immuable, c'est-à-dire qui ne peut pas être modifié. C'est une photo, un instantané. C'est très important parce que si vous avez d'autres modules qui consomment en fait ces concepts métiers et qui n'ont pas l'ownership de ces concepts, ils vont être en capacité de modifier les états internes des concepts métiers des autres. Et là, quand vous allez vouloir extraire, vous allez avoir de sacrées surprises parce que vous allez avoir une forme de couplage, en fait. C'est pour ça que vous ne retournez que des choses qui sont à l'extérieur de vos modules, qui ne sont pas modifiables. Il ne faut pas retourner d'agrégats sur lesquels il y a des méthodes. Il ne faut pas que l'autre module puisse appeler et demander des actions, surtout pas. Enfin, du read, oui, mais pas de modification. Ouais.
Un autre truc important, c'est que votre suite de tests, ça peut être votre meilleur allié, comme ça peut être votre pire ennemi pour la séparation. Ça peut être votre monolithe caché. Mettons que vous avez bien suivi tout ce qu'on vient de se dire pour ruchifier votre logique métier. Par contre, votre test d'acceptation, là, unitaire, gros grain, ça dépend de vos stratégies et tout, ben, s'il connaît tous les modules, et alors pire s'il a des couplages temporels entre eux, mais voilà, bah, lui, quand vous allez vouloir découper vos 3 modules en 3 repositories éventuellement, vous allez avoir ce truc-là, c'est le caillou dans votre chaussure. Donc pour ça, il faut modulariser aussi proprement vos tests que le code de production, et donc ça veut dire aussi travailler le découplage entre vos modules, et utiliser des stubs, par exemple, dans les tests des uns et des autres. En fait, on doit mettre un soin aussi particulier. C'est pour ça que tu parlais de vertical slicing aussi. Vraiment, il faut considérer que les tests, c'est une partie du module, quoi. Voilà. Et vos modules doivent être testés en isolation les uns des autres, même si vous êtes dans le même monolithe modulaire. C'est ça. Un autre truc, c'est que tout votre code d'infrastructure, en fait, toute la partie technique, mérite le même niveau d'attention que votre domaine. Généralement, les personnes qui font l'architecture hexagonale mettent le paquet en bonne pratique sur le domaine parce que c'est ce qu'on juge étant le plus important, parce que c'est la valeur métier, et vont laisser complètement de côté en fait toute la partie technique. Et ça, c'est une erreur, et ça l'est d'autant plus dans dHive, parce que en fait, si vous voulez extraire un module dont l'infrastructure, en fait, la couche de persistance est couplée avec les autres modules ou les contrôleurs couplés avec les autres modules, vous allez galérer. Vous allez devoir nettoyer cette couche d'infrastructure technique avec tous les tests qui vont avec, et ça va être extrêmement coûteux. Donc faites très attention à ça. Derrière ça, tu parles de tous les pools de connexion, les pools de thread, les machins, toutes les ressources partagées, la copropriété, on va dire. Effectivement, ouais. Un autre truc, et c'est peut-être moi, ça serait le conseil le plus important pour moi, c'est d'éviter à tout prix d'avoir plusieurs équipes sur un même monolithe, qui soit modulaire ou qui soit pas modulaire, même s'il est bien rangé et tout. En fait, très souvent, ça génère beaucoup de frustration parce qu'on n'a pas, en tout cas moi qui aime bien avoir des équipes autonomes, ils n'ont pas la même sensibilité sur plein de sujets. Et du coup, c'est une copropriété. Pour les gens qui ont déjà été propriétaires ou machin, etc., une copropriété, c'est vraiment... les réunions de copropriété, c'est pas ouf. Là, c'est pareil, ça vous en avoir partout sur tout un tas de sujets. Donc, évitez ça à tout prix. La bonne nouvelle, c'est que la ruche, elle est faite pour découper. Du coup, c'est une bonne nouvelle, vous allez pouvoir le faire. Un autre truc, c'est faites très attention à ne pas tomber dans l'inertie du monolithe. Ne retombez pas dans les problèmes qui ont fait naître les microservices comme une solution. Si vous attendez trop tard, en fait, vous allez retomber exactement dans le problème du monolithe spaghetti. Parce qu'en plus, avec dHive, comme on l'a dit, ça va être très facile de faire du scaling, donc de rajouter de nouvelles responsabilités métiers, de nouveaux modules. Donc un module, c'est bien de modulariser parce que ça va vous aider de gérer votre charge cognitive, mais avoir trop de modules, ça va vous submerger en fait, sous une forme de complexité. Et ce qui va se passer, c'est que votre application, sa responsabilité globale, elle va se retrouver diluée, et on va continuer à rajouter des choses simplement là parce que c'est facile d'en rajouter par pur effet de gravitation. On sera tenté plus facilement. Et ça va créer une fatigue au bout d'un moment parce que vous allez être moins vigilant sur le fait de suivre les bonnes pratiques et vous avez du couplage qui va commencer à apparaître sans que vous le voyez dans votre code et vous allez reproduire un spaghetti. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut ne pas attendre trop tard pour découper en service parce que découper en service, c'est aussi ce qui va vous aider à gérer votre charge cognitive au même titre que les modules. Et quand Thomas, tout à l'heure, vous a parlé des raisons de scale-out, ce sont des heuristiques qui vont vous permettre de savoir quand est-ce que vous allez devoir découper quand on parlait de technical reason et operational reason. Même les temps de build et tout, c'est l'enfer sur les gros systèmes, etc. Voilà. Donc effectivement, que ce soit pour des raisons organisationnelles, on veut découper en plusieurs équipes, ou découper un truc qui est trop gros, même si on est la seule équipe dessus, parce que c'est quand même trop chiant, découper, et ça tombe bien, c'est fait pour ça. Temps de conclure ? Ouais. Donc pour conclure, en fait, avec dHive, on va se focaliser sur le fait de remettre de l'importance sur le fait de faire du design logiciel, ce qu'on appelle le design stratégique dans le domaine driven design, en faisant en sorte qu'en fait la stratégie de déploiement vient au service du métier au lieu de la restreindre. Ouais. C'est la raison pour laquelle, avec Julien, on vous propose la ruche comme le chaînon manquant entre votre stratégie de design et votre stratégie de déploiement, en fait. C'est ça qu'on propose. Et juste un truc important, on n'est pas en train de dire que les microservices, c'est mal, mais ce qu'on explique, c'est qu'on essaie de rationaliser quand utiliser un monolithe modulaire et quand utiliser, en fait, des microservices. D'ailleurs, Sam Newman
qui a beaucoup parlé de ça. Il le disait à l'époque, mais personne ne l'a trop Ouais. entendu là-dessus. Ouais. Exactement. Du coup... Tu parles du sweet spot, là. Ah oui, c'est vrai que une fois que vous avez goûté à ce sweet spot de vos erreurs, elles vous coûtent moins cher, vous êtes beaucoup plus souple quand vous les changez et vous vous rendez compte que vous avez mal modélisé, que vous avez envie d'adapter, une fois que vous avez goûté ce truc-là, franchement, c'est dur d'en sortir, etc. Donc, De revenir en arrière. ouais. Effectivement. Parce qu'en plus, vous allez valider plus facilement vos hypothèses et le feedback de la prod et de l'organisation va vous dire quoi splitter et quand splitter. Et ce qui est intéressant en plus avec D-Hive, c'est que vous allez pouvoir changer de stratégie de déploiement sans changer votre stratégique design, en fait, votre architecture fonctionnelle. Parce qu'on utilise des blueprints extractables et c'est un pattern fractal. Donc, en d'autres mots, si on voulait tout résumer là, on pourrait vous dire, voilà, modélisez d'abord. Et déployez comme vous le voulez. Merci de votre attention. Vous pouvez scanner ce QR code si vous voulez avoir un exemple d'implémentation en Kotlin et en Spring Boot. De code. Ouais, de D-Hive. Il nous reste 3 minutes pour une ou plusieurs questions. Parce qu'il y a des questions. Il faut attendre le micro normalement. Tiens, il y a une question là-bas. Hop, bonjour, merci beaucoup, c'était génial. Dans ce pattern, on autorise la dépendance circulaire du style comment le search a besoin du booking, le booking a besoin du search. C'est pas un problème en soi. En fait, il faut faire attention que ce ne soit pas un problème de design. Mais si c'est un flux essentiel métier, ça peut arriver, des fois qu'il y ait des cycles comme ça, c'est pas un problème. Par contre, faites attention, parce que si vous avez un service qui dépend d'un service qui redépend de lui-même, ça peut être souvent un semaine. Il faut en être conscient. Il faut que ça soit vraiment explicite. Et que ce soit justifié d'un point de vue métier d'avoir ce genre de flux métier, workflow métier qui reboucle, quoi. On va dire que c'est orthogonal au sujet. Ouais. C'est une question que tu as à te poser. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Tiens, une question au centre. Au milieu. Merci pour la présentation. Tout à l'heure, sur slide où il y avait le anti-corruption layer, dans le in process au milieu, vous avez dit qu'il y aura l'implémentation de l'API de getTrain. Et du coup, en fait, l'implémentation ici, elle va accéder à la database. Est-ce qu'on a droit, du coup, dans cet endroit de l'infrastructure d'accéder à la base de données et c'est pas plutôt... Alors, de quelle base de données tu parles? La bleue ou la jaune? Jaune. Ici, pour récupérer les trains. Ah, en fait, là, tu n'auras pas besoin de les récupérer parce qu'ils n'existent pas. En fait, tu vas les créer à partir de la sélection de la recherche. Donc, tu n'as pas besoin de la base de données parce que tu ne les connais pas. En fait, tu vas demander au module de la recherche quelle est la sélection. Et là, tu vas lire en fait de cette sélection et tu vas créer les trains à partir de ça. C'est juste qu'on a appelé ça sélection pour dire qu'ils avaient un modèle différent, tu vois. Mais dans certains cas, en tout cas, si tu as besoin d'accéder à des données, tu vois, dans cet adaptateur-là, c'est dans les adaptateurs que tu fais appel à la base de données. À la base de données, avec des repositories, avec des choses comme ça. Mais seulement la jaune, là. Mais de la jaune. Ouais. L'adaptateur jaune, il accède aux données de la jaune. Du coup, le getTrain books ici, dans la partie infrastructure, il va juste faire une sorte de mapping ou de correspondance, mais pas vraiment un appel... Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que dans ce cas-là, en fait, la source de vérité sur quelle est la sélection est dans la recherche. C'est juste que là, en fait, il va récupérer les trains, il va les fournir au domaine du booking. Potentiellement, il pourrait les persister avant de les remonter. Ça, c'est possible. Mais il y aura d'abord la traduction avant de faire ça. Il nous reste plus de temps pour les questions, mais en sortant, si ça vous intéresse, on peut continuer à échanger autour de ce sujet. Encore merci pour votre attention.